Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce débriefing un peu spécial, débriefing consacré à l'endurance, plus particulièrement aux 24 heures du Mans. Bonsoir Romain, Salut. un débriefing qui t'est cher, n'est-ce pas? Bah oui, parce que c'est un peu le moment que j'attends dans l'année, hein, les 24 heures du Mans, l'épreuve mythique. La seule épreuve, je suis désolé, mais là, honnêtement, c'est la seule épreuve que je peux suivre du début à la fin, sans me faire chier. Bon, même si je me suis endormi cette année, parce que j'ai pas réussi à suivre les 24 heures, mais... En tout cas, on a une très belle édition, très belle 83e édition, si je dis pas de conneries. C'est ça. Et ouais, ben, très bonne édition. Je vais te laisser rappeler tout ce Ouais, que je... on va remplacer les bases. Donc, les deux derniers équipages vainqueurs 24 heures du Mans, donc dans l'ordre en 2013, c'était, si tu m'as raté, je me gourre, mais McNish, Oui, Christensen Duval, oui. et 2014, Lothar, Trélier et Fassler, Mhm. tous deux sur deux Audi. Et Ouais, pourtant, on sait bien qu'en 2013, ils étaient pas favorisés. Enfin, ils avaient la meilleure machine en 2013. oui. En 2014, c'était pas du tout le cas. Non, clairement, c'était Toyota qui a été devant pendant toute la saison et ils ont réussi à maintenir, grâce à leur fiabilité, réussi à maintenir la victoire au Mans. Et cette année, ils ont trouvé plus fort qu'eux. Hein. Ouais, ils ont trouvé plus fort qu'eux, vu que justement Porsche a aligné trois voitures cette année. D'ailleurs, Nouveauté. je tiens à signaler dans l'histoire du Mans récente, moi je suis plus pro Audi, et là en face vous avez plus un pro Peugeot il y a quelques années. On est tous les deux contents de la victoire de Porsche. Donc au moins c'est réglé. Ouais, pour le coup, ouais. Donc Porsche inédit cette année nous a une trois voitures comparé aux deux de l'an dernier, trois voitures avec avec trois décos différentes, Ouais, une blanche, une une noire, une rouge. une habituelle blanche noire, une et les deux autres inhabituelles la 18 noire et blanche. Donc on inverse les Mm. couleurs et la 17 celle de Mark Webber, Hartley et j'ai oublié Bernard Timo Bernard, ouais. qui est rouge et blanche. Ouais. Donc Porsche qui s'amenait pour la deuxième fois 24 heures du Mans, toujours avec son record qui était justement, on va vous expliquer pourquoi, avec le film de la course, mais qui était de 16 victoires. À signaler, si je peux me permettre entre guillemets un spoiler, les trois Porsche ont été finalement mises en avant parce que la rouge était déclarée comme favorite avec Weber, Bernard et Hartley, les pilotes qui ont maintenant l'expérience, qui était l'an dernier. La noire est celle qui a signé la pole et la blanche est celle qui a A gagné. gagné. Donc les trois ont fait parler d'elle. La blanche qui est quand même la troisième voiture, avec un Oui, équipage qu'on détaillera plus tard, vu que, bon, voilà, c'est, personnellement, à part un, que voilà, en tant que fan de Formule 1, à part un, je la connaissais, mais mm. les deux autres, je les connaissais pas. Donc, Ah, moi je les connaissais bien. euh, donc Porsche qui s'amenait avec son record de victoire, et qui, comme tu l'as dit, a signé la pole avec l'équipage Dumas, Yanni, Lib, et j'oublie le troisième, Lib, Lib. Juste devant les deux autres, Porsche, je sais plus dans quel ordre. devant la Porsche de Bernard Weber Hartley et Hülkenberg Bamber Tandy. Donc voilà l'équipage vainqueur, Hülkenberg, Bamber, Tandy. Mm. Donc un équipage allemand, néo-zélandais et britannique. Oui. On va parler vite fait, alors Audi qui se classe, qui amène les trois voitures juste derrière les trois Porsche. Mm-hmm. Et moi j'ai envie qu'on vienne tout de suite. Donc c'est un peu bon, voilà, Toyota, j'aime bien Toyota parce qu'ils ont récupéré pas mal de pilotes Peugeot. Mm. Donc Toyota qui n'était pas dans le coup cette année. Oui. Clairement. Et qui ont signé, je pense, tu me corriges, mais ils sont derrière les Audi, je crois. Elles sont, c'est les trois Porsche devant les trois Audi 8, 7 et 9 et les deux Toyota 2 et 1. Sachant que les Toyota, clairement, on l'avait vu depuis le début de saison. Hein. À Silverstone, le feeling était pas là. À Spa, il était pas là non plus. On s'attendait à ce qu'il soit là au Mans et que De Schoenack avait dit on a gagné une voire 2 secondes au tour. Sauf que ce qu'ils avaient pas prévu, c'est que Porsche avait gagné 3 voire 4 secondes. Tout comme Audi a pu gagner 4 voire 5 secondes au tour. Donc clairement au niveau des chronos, là on a dépassé tous les records. Ouais, bah d'ailleurs, en parlant de dépasser ce record, là, pour le coup, c'est véridique, hein, vu que le record de Stéphane Sarrazin en course ou en qualif, je sais plus. Le record de Sarrazin, c'est en qualif et le record en de qualif, et c'est Duval. C'est ouais, et en Duval qui est course c'est Duval sur la Oreca. Ouais. Et donc, les deux ont été
coiffe au poteau. Totalement atomisé quand on voit que le record c'était le record en qualif de Sarrazin de 3,19,4 à peu près, je crois. 3,18 le record en qualif. 3,18 quand on voit qu'on était quand même à 3,16 sur la première séance et voire même Yanni a dit qu'il pouvait aller toucher les 3,15 mais que ça s'est pas fait suite aux conditions, aux neutralisations, etc., à la quantité d'essence embarquée. Mais les 3,15, on les touchera, on risque même de descendre à 3,14 voire 3,13 l'année prochaine, c'est quasiment sûr. Donc clairement là les chronos ont été atomisés. Quand on voit qu'il me semble qu'en 2013 la pole de Duval était faite en 3,23, faut quand même se dire qu'en 2 ans on a eu 3,21 ou 3,23, je sais plus, dans les 3,20 on a quand même une évolution folle, c'est absolument dingue. Ouais. Et donc Niliani, je tiens à signaler aussi que sur chaque phrase que je peux citer, vous pouvez mettre une petite étoile avec entre parenthèses n'est pas valable pour les pilotes 21, 22 et 23 de Nissan Motorsport. Hein, ouais. Bon voilà. Donc... on va en parler après. Oui. On va en parler après. Mais donc, comme vous l'aurez compris, Neliani, nouveau détenteur du record en qualification. Et André Lotterer, nouveau détenteur du record en course. Avec un chrono de... je l'ai ici, face au Lotterer Tréluyer, de 3,17,475. Ouais, donc pas très loin des temps de qualif à une seconde. Ouais. On sait, ils sont dans les temps. Et donc on va revenir sur le sujet de base, donc le sujet de la team japonaise. Toyota, une des teams japonaises pour le coup. Oui. Toyota avec sa TS040 hybride. Piloté, alors dans la numéro 2, je sais qu'il y a Stéphane Sarrazin. Alexander Wurz, Stéphane Sarrazin et Mike Conway qui a donc remplacé Nicolas Lapierre. On en reviendra aussi, l'histoire de Nicolas Lapierre. Ouais. Et on va revenir très vite vu qu'ils sont les vainqueurs d'une des catégories. Ouais. Et numéro 1, la numéro 1 était donc celle titrée, celle qui a été titrée l'année dernière, c'est-à-dire Davidson, Buemi et Nakajima. Nakajima qui n'était pas sûr une semaine avant de prendre le départ suite à sa vertèbre fracturée vertèbre fracturée lors des 6 heures de Spa aux essais. Donc il était pas sûr de pouvoir participer, mais finalement ça s'est bien déroulé. Kamui Kobayashi avait été appelé quand même en remplacement au cas où, mais finalement il a pu participer. Ouais, donc tout s'est bien passé pour la team japonaise. Oui, les qualifs un peu mouvementés, la course qui s'ensuit, mais au moins ils ont été réguliers. Il n'y a pas eu trop de problèmes pour Toyota. Il n'y a pas eu trop de casse, trop de soucis, mais on a senti qu'ils étaient clairement pas dans le rythme et qu'ils ont dû avoir une course extrêmement frustrante. Oui, ouais. Parce que quand vous êtes pas capable d'aller chercher les meilleurs, mais qu'en même temps il y a personne derrière vous pour aller vous chercher, c'est compliqué. Chiant. Ouais, c'est chiant, très chiant. Surtout sur 24 heures. Donc, maintenant je vais te poser une question. Attention. Une question en plus qui va te faire mal à ton ego. Ouais. À ton avis, et pour toi, sincèrement, Porsche a été plus rapide qu'Audi. Oui. En qualif, ils ont été plus rapides. Oui. Donc la voiture est, on va dire, peut-être une dizaine de kilomètres heure plus vite que les Audi. Est-ce que Audi doit vraiment améliorer à mort leur voiture, améliorer à mort leur pilote, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour rattraper Porsche? Chez Audi, les pilotes sont très bien, il y a rien à changer quand on voit ce qu'ont fait même les nouveaux, que ce soit René Rast, le dernier équipage, Bonanomi, Albuquerque et Rast ont fait une course exceptionnelle. Fassler, Lotterer, Tréluyer, on est habitué. Maintenant, Di Grassi, Duvalier, Harvis, il n'y a rien à leur dire non plus, c'était parfait. L'amélioration, il faut qu'elle vienne, je sais pas d'où elle peut venir, c'est vrai, parce qu'en même temps, ils étaient plus rapides en course. Il y a eu vraiment des soucis auxquels on s'attendait pas, le souci de capot à la fin sur la voiture de Fassler, Lotterer et Tréluyer. Je pense que c'était juste une meilleure gestion de la course de Porsche. Il y a juste une meilleure gestion. Et je pense pas que les pilotes soient meilleurs d'un côté que de l'autre. Je pense pas que les voitures sont équivalentes et les pilotes sont équivalents. Il y a juste eu, je pense, une meilleure stratégie, une meilleure gestion de la course du côté de chez Porsche, qui a toujours été quand même le point fort de chez Audi, ce qui a coûté la course à Toyota l'an dernier aussi avec la fiabilité. Et clairement, je pense qu'il faut, je sais pas honnêtement ce qu'il faut renforcer. Le problème, c'est que maintenant, si le groupe VAG se rend compte que Porsche commence à s'en sortir mieux qu'Audi, on risque de voir Audi dégager. Alors, j'espère vraiment pas.
J'espère que... Le problème, je te coupe, hein, mais le problème, c'est ce qu'ils veulent faire. Oui, ouais, c'est vrai que le groupe VAG, je pense qu'ils ont pas envie de maintenir deux écuries qui se tirent la bourre. C'est beau, mais je peux comprendre que financièrement c'est chaud. Bien que les deux ont, je pense, largement le budget. On a vu l'époque où ils ont essayé d'engager Bentley et Audi, mais c'était encore très différent vu qu'on avait une pâle copie conforme d'un côté. Ouais. C'était encore différent. C'était des châssis avec les mêmes pilotes, les mêmes teams, donc il y avait rien qui changeait principalement. Là, c'est carrément deux voitures différentes, deux technologies différentes. On a d'un côté un moteur hybride diesel, un hybride TDI. De l'autre côté, on a un hybride essence, mais avec deux systèmes de récupération de freinage et récupération sur les gaz d'échappement, qui en plus est un petit 4 cylindres, enfin V4 2 litres, hein, donc c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais il développe quand même 550 chevaux. Ouais, 550 chevaux, plus la récupération d'énergie qui peut lui faire dévaler jusqu'à facilement 900 chevaux, voire 1000 chevaux pour les Toyota. Pour les Toyota, on a annoncé carrément plus de 1000 chevaux. Donc clairement maintenant les puissances des voitures sont folles. Mais non, je sais pas ce qui pourra changer, je pense c'est affiner la stratégie chez Audi. Et de toute façon, je pense que l'année prochaine, cette année, je pense qu'ils étaient encore dans leur théorie de vainqueur, ça faisait longtemps quand même, hein. Depuis Peugeot, on n'avait eu personne pour les chercher. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, on avait assuré, vraiment assuré. La nouvelle R18 était pleinement en place, impeccable. Et en plus, ils ont fait des évolutions quand même, hein, sur la R18 e-tron, qui était pas du tout la même qu'en début de saison. Mais là, non, je sais pas, ce qui a bloqué, je pense, c'est une moins bonne gestion de la stratégie de course et peut-être quelques petits soucis, quelques petits pépins, mais ce que veut le Dr Ulrich, il a toujours voulu ça, c'est la perfection, c'est pas avoir de soucis. Ils en ont eu un petit peu, de toute façon, il y aura toujours des soucis aux 24 heures du Mans. On peut rien prévoir, même si vous faites des séances d'essai de 30 heures, de 35, de 40 heures, parce qu'ils le font, hein, clairement, des séances d'essai de 30 heures sur Sebring, beaucoup le font. Mais là, on pourra jamais vraiment simuler totalement les 24 heures du Mans avec le trafic, les drapeaux rouges, les soucis. Tout ça, c'est quasiment de l'aléatoire, donc on peut pas prévoir. Par exemple, notamment, quelque chose qu'on n'a pas pu prévoir chez Audi, c'est la sortie de Loïc Duval en début de course sur l'histoire de slow zone là avec les commissaires qui agitaient le drapeau vert, mais le drapeau jaune qui était encore en place. Les GT étaient encore en position de slow zone, donc ils étaient encore à 70 km/h. L'Audi arrivait trop vite. Elle a essayé de les éviter, elle a sauvé quand même la plupart de la voiture, même s'il a tapé le mur. Finalement, ils sont rentrés au stand, ils ont réparé ça quand même. On tient à signaler aussi ça, les mécanos de chez Audi vous réparent la partie avant entière de la voiture, plus la partie arrière, en même à peu près 3 minutes. 3 minutes 12. Ce qui est affolant, c'est dingue, mais en tout cas, ça encore, c'est très très bien en place. Et je pense juste que Porsche a été meilleur sur la stratégie de course. Il n'y a pas a été plus chanceux. Je pense que c'était plus de la chance, même si leur victoire était également méritée. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais ouais. Voilà. Mais est-ce que tu penses que Porsche est trop rapide pour Audi? Porsche n'est pas trop rapide pour Audi, je pense. Je pense que Audi peut très bien se rapprocher. Audi a prouvé qu'ils peuvent aller chercher les Porsche, clairement, parce qu'en début de saison, ils le font, et ils le feront, je pense, jusqu'à la fin de l'année. À mon avis, Porsche ne gagnera pas toutes les manches jusqu'à la fin de saison. De toute façon, Porsche n'a pas gagné de manche pour l'instant. Depuis les 6 heures de Sao Paulo, ils n'avaient rien gagné en WEC. Et non, je pense qu'ils sont pas trop rapides pour Audi. Je pense qu'ils sont équivalents. Et ça va être toujours une belle bataille jusqu'à la fin de l'année. Et déjà, j'ai hâte déjà d'être au Mans l'année prochaine si la bataille continue. Ouais. Donc on va parler de l'équipage vainqueur, enfin surtout d'un des pilotes de l'équipage vainqueur, donc Nico Hülkenberg, l'Allemand de 27 ans, qui a délaissé son baquet de Force India en F1 pour disputer pour la toute première fois les 24 heures. Ouais. Et de ce qu'il nous dit, la magie était là pour lui. Ah bah je me doute. Mais de toute façon, en plus il y a un truc qui était très drôle, c'est que, enfin entre guillemets, on n'a pas vu vraiment de l'émotion parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réalisé tout de suite. Là ils l'ont sûrement réalisé, mais ils l'ont pas réalisé tout de suite. Celui qui l'a réalisé le plus vite, qu'il était sur le podium, qui l'a réalisé, c'était, je crois que c'était Tandy. Tandy, on l'a vu. Il avait limite les larmes aux yeux quand il s'est fait remettre le trophée des Bantam Christensen. Il était très
très très expressif, on l'a vu, il était vraiment lui, je pense qu'il a réalisé plus vite que les autres. Parce que les autres, ils étaient encore très dans leur ambiance, ils étaient encore limite dans leur baquet. On avait vraiment l'impression qu'ils étaient dans l'ambiance et qu'ils n'avaient pas vraiment réalisé. Mais en tout cas, ouais, non mais je peux comprendre, ça devait être un rêve de gosse pour Nico Hülkenberg et je suis très content qu'il gagne là. Je suis très content si ça peut booster sa carrière en Formule 1, tant mieux. Si par contre ça fait l'inverse, c'est-à-dire de finalement, vu que Force India, on sait qu'il roule pas sur l'or en ce moment, et que peut-être un contrat en Formule 1, enfin, peut-être que le gros contrat d'une top team qu'on attend pour lui n'arrivera jamais, peut-être qu'au bout d'un moment, il en aura peut-être marre, et que finalement, il aura à coup sûr son contrat chez Porsche, parce que quand sur votre CV, vous mettez vainqueur des 24 heures du monde dès votre première participation, Ouais. Là, quand même, le CV, il est déjà bien rempli. En plus, avec ses saisons en Formule 1 derrière, chez Williams, chez Force India, il y a pas de souci là-dessus, je pense. Ouais. Mais j'espère qu'il restera en F1 bien de ma vie, il y aura des contrats qui vont se débloquer avec ça. Je suis pas sûr. Ça, comme je dis, je suis pas sûr. Mais c'est possible, c'est possible. Justement, là, tu parlais des voitures 21, 22 et 23, qui sont les toutes nouvelles et très innovantes, mais on peut pas leur enlever. Hein. Ouais. Elles sont très innovantes. Les Nissan GTR LM Nismo. LMP1, on l'aurait oublié. LMP1H. LMP1H. Donc, qui ont été incapables, et même pas une seule fois, qui ont été incapables de rentrer dans les 110% de la pole. Ouais. Bon. Ce qui a été, ce qui peut quand même être signalé, le seul point positif qu'on a eu vraiment de la Nissan, c'est sa vitesse de pointe en ligne droite, qui était supérieure à celle des Porsche, des Audi. Le souci, c'est quand vous la voyez tourner en virage, vous avez l'impression de voir mamie dans sa 2 chevaux, qui sort le dimanche, et qui braque son volant pour prendre un carrefour. Parce que clairement, quand vous la voyez tourner, vous sentez la traction avant, vous la sentez. Et on a vu des choses aussi, le souci c'est qu'ils essayent d'avoir le moins de blocage sur l'appui aéro, c'est-à-dire ils essayent d'avoir un maximum d'aéro. Le souci c'est que, enfin un maximum d'aéro, un maximum de flux aéro, mais ce qui veut pas dire forcément de mettre beaucoup d'appendices. Ce qui fait que du coup la voiture dès qu'elle arrive dans les virages, on sent que les roues arrière suivent pas, ils essayent de répartir le poids au maximum mais ça suivait pas. Et on a vu quelques passages, c'était limite une 5 Kit Car qu'on voyait. Donc c'était notamment une sortie de la 21 je crois. C'est sorti, on a vu, c'est drôle, c'est que la voiture fait pas de pivot, la voiture repart, c'est drôle. Mais non, c'est très très innovant, c'est innovant, mais en même temps j'ai limite envie de dire inconscient, parce que bon, déjà leur système de récupération d'énergie fonctionnait pas. Le moteur de 550 chevaux, alors c'est bien beau, hein, mais pour l'instant les 450 ou 500 qui devaient être mis sur les roues arrière grâce à des moteurs électriques fonctionnaient pas. Donc là déjà ils se mettaient pas en avantage. Mais clairement, les voitures étaient belles, ça on peut pas leur enlever, notamment la 21 en hommage à la pole de Mark Blundell. Je crois que c'était Mark Blundell qui avait fait la pole. À l'époque, en 1991, sur une Nissan, je crois les R4, enfin une des R92 CP ou je sais pas, enfin les groupes C Nissan de l'époque. Mais là, clairement, il y avait clairement pas la performance qui était là, et malgré d'excellents pilotes, comme que je récapitule un peu les équipages que je les retrouve. Alors on avait Tignell, Kroom et Buncombe sur la 22. Sur la 21, on avait Matsuda, Schulzinski et Ordonez. Donc là, clairement, un équipage quasiment entièrement GT Academy. Je crois même entièrement GT Academy. Et l'équipage 23, Pla, Mardenborough, Chilton, qui était pour moi l'équipage qui pouvait viser un bon résultat. Malheureusement, il y en a 2 qui finissent pas, et il y en a une qui est comptée hors classement. Malgré qu'elle ait franchi la ligne. Parce qu'elle a pas fait les 70% de la course nécessaire pour être classée, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'elle a passé quand même beaucoup de temps au stand. Mais, ouais, donc clairement, là, chez Nissan, c'est compliqué. Surtout que ça a été un gros coup de pub, hein. L'annonce au Super Bowl, énormément d'argent injecté là-dedans. C'est vrai qu'on avait vraiment l'impression que c'était limite de la pub, et j'espère qu'ils vont pas se contenter juste à une simple opération de com, et que ça va aller jusqu'à quand même peut-être faire des bons résultats. Je leur demande pas de le gagner, j'aimerais qu'ils gagnent, hein, qu'ils soient le deuxième constructeur japonais à le gagner après Mazda, parce que les constructeurs japonais ont jamais eu de chance au Mans, que ce soit Toyota, Nissan ou
D'ailleurs, vous voyez, les trois principaux constructeurs, Toyota, Nissan et Honda, ont jamais gagné. Hein. C'est Mazda qui a gagné. Donc, clairement, bon, faudra voir, hein, parce que les Japonais ont toujours fait ça. Hein. Le moteur rotatif, personne n'y a cru. Finalement, la 787B a gagné. Donc, enfin, après, on n'était pas dans la même époque non plus. Mais faudra voir. Ça peut évoluer. Mais pour moi, avec une traction avant, déjà, ils auront du mal à évoluer. Le moteur avant, pourquoi pas. Mais ouais, faudra voir au fil des saisons, au fil de l'année. Déjà au fil de l'année, déjà en WEC, voir comment ça se développe. Et puis on verra. On verra bien. Et donc, au départ, donc déjà, on a Bill Ford, le descendant direct d'Henry Ford, qui a donné le départ. Oui. Mais ça, bon, voilà, ça c'est une autre histoire. Mais surtout, on a notre cher président français, M. François Hollande. Oui, parce que quand même, bon, même s'il est pas super aimé, bon, voilà, c'est un président de la République, M. François Hollande, certes, mais qui nous a fait qui nous a fait une belle bourde. Enfin, on va pas revenir sur le fait qu'il s'est fait siffler, les histoires de semi, enfin, avec Jean Todt, etc. Enfin, une histoire comme quoi il serait, etc. Il y a rien, on s'en fout d'histoire politique là-dedans. Moi, je veux juste faire le fait que ce soit le personnage qui soit déplacé. Et notamment qu'il ait mis une espèce de Mistral à Patrick Dempsey, c'est-à-dire qu'il lui a mis un vent, mais littéral, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas vu, il l'a pas reconnu. Alors, honnêtement, bon, je pense quand même qu'il faudrait se renseigner avant de se déplacer sur ce genre d'endroit. Mais bon, ça après, je pense que Dempsey, il a gagné, non, il a fini deuxième du GTAM. Lui, c'est ce qu'il voulait. Bon, je pense que, honnêtement, puis c'est pas son président, je veux dire, je pense qu'il s'en fout un petit peu, honnêtement. C'est pas son président, bon, il s'en fiche, je pense. Bon, c'était la petite anecdote drôle sachant que Dempsey a fait une bonne course, très très bonne course de l'écurie. Mais, je pense, bon, c'était la petite anecdote à placer, bon. Ouais. Et donc, la course se lance sous le drapeau français agité par Bill Ford. Ouais. Et au bout une heure et quelques minutes de course, première safety car. Première safety car à cause de la Porsche 911 officielle LMGTE Pro. 92. Dirigée par le team Mante de Patrick Pilet, Frédéric Makowiecki et le troisième pilote, je ne sais plus qui c'est. Wolfensler. Qui a paumé littéralement le moteur, a déversé de l'huile, causé un petit abandon, une petite sortie de piste près d'une rébellion, je crois. Tu penses parce que moi ce que j'ai entendu parler c'était la boîte de vitesse, alors je suis pas sûr. Ouais, mais dans la boîte de vitesse il y a de l'huile. Ouais, donc en gros ce qui s'est passé c'est qu'à l'arrivée de la première chicane, la voiture était au ralenti et a déversé de l'huile sur la piste. La rébellion de la rouge, il me semble que c'était la rouge de Dominique Reimer notamment, je sais plus qui était au volant ou je sais plus qui était au volant à ce moment-là, Alexandre Imperatori je crois. C'est accroché avec la Strakadome, un des coups de cœur, la Dome Straka LMP2. Donc ils sont accrochés suite à la fuite d'huile et finalement après le moteur, la voiture s'est mise à prendre feu, la Porsche s'est mise à prendre feu. Donc heureusement la Strakadome et la Rebellion ont pu repartir, mais pas la Porsche, qui a donc du coup dû abandonner après à peine une heure de course. C'est vrai que c'était assez décevant pour le team Mante, sachant qu'en plus la balance de performance était clairement pas en leur avantage en GT Pro. Hein. Les Aston Martin ont été devant et même la Corvette. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage après seulement 57 minutes de course, un l'abandon de la 92. Mais bon, c'est la course, et puis ça a été le premier abandon officiel, c'est en 2015. Et ensuite, je ne sais plus quand c'était peut-être une heure après. Alors, c'était aux alentours de 17h30, je pense. Aux alentours de 17h30, avec la fameuse phrase de Loïc Duval en revenant des stands, j'ai vu les drapeaux verts. Donc, à cause du crash que t'as évoqué. Ouais, le crash plutôt, donc le crash avec les GTE qui est moins ralenti que ce qui était en slow zone. La slow zone venait d'être lancée, puis derrière il y a le DR18 Citroën Quattro de Loïc Duval, donc le numéro 8, qui arrivait à fond à la caisse derrière. On avait toutes les GT qui prenaient toute la place. Il a pris la petite porte, il a pris l'herbe à droite et un pivot monstrueux. Et la voiture qui a tapé. Et il a arraché l'avant, il a arraché un petit peu l'arrière. Mais après, bon, voilà, c'est un fait de course où il dit, ça m'a pas choqué, mais
enfin, je sais pas, il te dit, ouais, j'ai vu les drapeaux verts, mais bah, moi, je serais à sa place. Je vois un attroupement de GTE devant. En plus, t'es en proto, donc peut-être à la vitesse et tu les vois arriver. Tu sens les mecs qui sont ralentis devant. Ouais. Déjà, tu lèves le pied et j'ai vu les drapeaux verts. Ouais, mais il y a bien des drapeaux verts, mais on voit bien sur la caméra embarquée qu'il y a aussi le petit écran qui clignote jaune. Donc, Mais même si justement, drapeau vert. il y a aussi un truc, c'est que t'es à 280-300 km/h. En fait, tu dis que t'as le temps de le voir, mais je suis pas sûr qu'il ait eu le temps de le voir. C'est pour peu qu'on te dise quelque chose à la radio, tu peux être très bien déconcentré. Enfin, c'était une petite bourde. Maintenant, le souci, c'est depuis l'affaire de Nicolas Lapierre, tout le monde se sent obligé de s'excuser comme des petits gamins. J'ai fait ci, j'ai fait ça parce qu'on a peur d'être viré. C'est ça le problème, hein, l'histoire de Nicolas Lapierre. Pour ceux qui s'en souviennent, l'an dernier, la sortie qui a causé l'abandon de Marco Bonanomi, sous la pluie, sous l'orage, et en plus il a eu également un souci à Austin. Nicolas Lapierre, il a fait une petite bourde qui me semble n'était pas de sa faute du tout. C'était suite à la pluie, il y avait plein de voitures dans le bac, il s'est sorti aussi. Il a été du coup limogé en quelque sorte pour faute grave, enfin, entre guillemets. Ce qui fait que du coup il est toujours embauché mais en tant que pilote d'essai chez Toyota. Mike Conway a pris sa place et du coup il s'est retrouvé lui chez KCMG cette année, ce qui était quand même une belle revanche parce que finalement ça lui permet de remporter le LMP2. Ouais, c'est vrai, et ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Donc, après 5 heures de course, Porsche est leader. Oui. Avec la numéro 17 de Brandon Hartley, Mark Webber et je sais plus, Mark Lieb. Non, Timo Bernard. Ouais, t'es sûr? Bernard Hartley Webber. Ouais. Moi je suis hyper. Bon bref, au bout de 5 heures c'est eux qui sont en tête. Par contre, on avait quand même une belle Audi, une belle Audi, oui, bien sûr, une belle Audi, une belle bataille entre Audi et Porsche plutôt. Durant les 8 premières heures avec, bizarrement, la Porsche numéro 17 qui est la première, soit, mais l'Audi numéro 9, donc la troisième. Et aussi, alors, je tiens quand même à signaler de la manœuvre énorme que nous a fait André Lotterer en début de course pour aller doubler les deux Porsche quasiment d'un coup, allant doubler la première dans la montée de la Dallop à la sortie de la ligne des stands et d'aller recouper ensuite pour aller dépasser l'autre à la chicane. C'était quand même du grand art. Je tiens quand même à le signaler, c'était assez fabuleux à voir. Mais sinon, ouais, après, l'Audi numéro 9 qui a eu aussi une belle bataille. Ouais, bah oui. Et puis, on l'attendait pas, quoi, la bataille entre cette Audi-là, surtout celle-là. Ouais. Ensuite, sur la nuit, je sais plus vraiment ce qui s'est passé vu que j'ai. Justement, alors attends, là, je tiens à faire un petit point quand même, entre guillemets, un point mi-course. Après 12 heures de course, on avait abandonné, enfin les abandons, on avait déjà le Abu Dhabi Proton Racing, donc le coéquipier de Patrick Dempsey, avec Reed, Alcobazi et Bachler qui avaient déjà abandonné après 3h20. La Gibson Nissan de Gary, Gaëtan Paltou et John Lancaster avaient abandonné aussi pour le Briggs Motorsport après 5 heures. Après 7 heures, la première Corvette, enfin justement aussi Corvette, la Corvette privée du Lab Compétition de Roder, Rouberti et Poulsen a dû abandonner après 7h40. Là où il y avait déjà la Corvette de pointe, la Corvette de Jan Magnussen qui avait tapé le mur au calife et qui donc du coup n'a pas pu prendre le départ parce que le châssis était touché. Ensuite, on avait après 8h10 de course, grosse surprise, en GT Pro, une voiture, celle de Muck, Turner et Bell, l'Aston Martin numéro 97 qui a abandonné, qui était quasiment l'Aston de pointe. Ensuite, après 7h37, on a eu le team Signatec Alpine avec Panciatici, Chatin et Capillaire qui a dû abandonner. Et à 9h39, enfin après 9h39 de course, on a eu Matsuda, Schulziski, Ordonez qui ont dû abandonner sur la Nissan, la 21. Et on a aussi donc après 11h18 de course, Pierre Rag, Oliver Webb et Amberg qui donc ont dû abandonner sur la Morgan Evo du team Sard-Moran. Donc après 12 heures, c'était les abandons que nous avions. Ouais, ensuite en venant faire le matin, j'ai pas suivi, j'étais pas là. En venant à peu près 1 heure de la fin, le dernier abandon, je pense, de ces 24 heures, donc l'abandon de l'Aston Martin, GTE Pro, je crois. GTE AM, elle était en tête du GTE AM. Ouais. Qui a malheureusement abandonné suite à un crash dans la chicane du raccordement. Elle a abandonné, en fait, elle n'avait pas compté, vu que c'était dans la dernière heure, elle est comptée comme non classée.
et pas comme abandonnée, bien qu'elle n'a pas fini, celle de Paul Dallana qui est le fautif, hein, c'est lui qui l'a mise dehors, Pedro Lamy et Mathias Lauda, donc qui malheureusement donc ouais abandonné sur cette sortie de piste. Il a tapé le mur en plus juste après d'avoir passé, avant d'avoir passé les chicanes fortes, parce que du coup il était trop loin de la ligne des stands. Et aussi, juste petite précision, on a eu le Thierry by TDS Racing qui a abandonné durant la nuit, qui était une voiture qui pouvait lutter pour la victoire au LMP2, avec Thierry Badé et Gomendi sur l'Oreca 05 donc, où Fernando Riz, le pilote de l'Aston Martin, de tête actuellement au moment où on en parlait en GT Pro, venait de changer ses freins, vu que les freins doivent être changés sur les GT. Malheureusement, les freins, il y a eu une défaillance vu que la voiture n'a pas pu freiner lors de la première chicane, a été tapé l'Oreca, l'Aston est reparti mais l'Oreca non. Et donc voilà, ça faisait partie des tournants de la course. On peut signaler aussi le petit accrochage entre la Ligier de Roman Ruzinov et la 34, celle de Cumming, Vantore et Estre. C'était Vantore qui était au volant à ce moment-là. Où donc Roman Ruzinov était assez remonté vu qu'en rentrant dans le stand, il s'est pressé d'aller citer aux journalistes que le pilote de la 34 n'avait probablement pas de cerveau. Donc voilà, il l'a dit clairement comme ça. Ruzinov, parce qu'en plus il parle très bien français, pour un russe. Mais ouais, donc bon, ça c'était la petite anecdote. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu aussi des deux voitures que je surveillais qui étaient un petit peu mes chouchous, parce qu'entre guillemets c'est les voitures qui étaient un petit peu toutes seules. Il y avait la Dome Nissan du team Straka avec Leventis, Nick Leventis, Danny Watts et Johnny Kane. On connaît l'équipage par cœur maintenant, parce que de toute façon tous les ans c'est le même chez Straka, au moins c'est clair. Donc qui était en LMP2, qui abandonne après 18 heures de course. Dommage, parce que c'est une voiture que j'aimais beaucoup, qui est très très belle et qui pouvait peut-être viser de bons résultats. Bon, elle est encore nouvelle, il faut pas trop lui en demander. Et l'équipage Keating, Miller et Blake Mullen du Riley Motorsport, qui a engagé la seule SRT Viper en GTAM, qui était engagée sous liste d'attente, et qui donc a pu participer. Qui était d'ailleurs la plus grosse cylindrée du plateau, vu que le moteur est un V10 5 litres 5. C'était la plus grosse cylindrée du plateau, hein. C'est de l'américain, hein, ça, clairement. Donc malheureusement, abandon après 22h32 de course. Dommage, parce que c'était une voiture qui en plus était bien classée en GTM, elle était sur le podium. Mais quand même très bonne impression, et ça va peut-être regretter à Viper d'avoir arrêté de s'engager au Mans, parce que je crois qu'ils l'ont fait 2 ans avec les nouvelles Viper, et après on s'est dit on se barre, ils n'avaient pas assez d'argent pour engager, et donc heureusement là on a quand même une équipe qui a le Riley Motorsport qui engage deux je crois Viper en TUSCC en catégorie GT3, en configuration GT3. La voiture avait été mise en configuration GTE. Malheureusement l'abandon les a trahis. Je sais pas ce qui les a trahis, peut-être la mécanique, mais j'en sais rien. Donc en tout cas, bon, dommage. Et au bout de ces 24 heures, oui. Le dénouement, c'est presque une dramaturgie, parce que le chiffre 17 était vraiment présent. Parce que là, la 17e victoire de Porsche, 17 ans après celle de 98. De 98, avec la sacro-sainte 900 GT1, qui est pour moi la plus belle voiture que j'ai jamais courue. C'est dit. Donc 17 ans après, leur 17e victoire, 17 ans après leur dernière victoire, et surtout leur 17e pole aussi par la même occasion. Ah. Donc c'est le chiffre saint de Porsche, le numéro 17. Et la première victoire de Porsche dans ce 21e siècle. À signaler aussi qu'une de leurs voitures mythiques, hein, il y a quelques années, qui est celle qui a remporté, je crois, non, c'était la 962, mais une qui a remporté également beaucoup de victoires chez Porsche, c'était la 917. Mais ça, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir. Mais par contre, j'ai inspiré quand même que c'est le numéro 19 qui a gagné, que c'est la première fois dans l'histoire des 24 heures du Mans que c'est un numéro 19 qui gagne. Pour une fois. Et qui est le numéro 19. Hein. Ouais. Donc, on citait les résultats de temps, on va récapituler les 3 premiers de chaque catégorie. Donc, je vais pas me mouiller, vu que je citais le LMP1, donc avec l'équipage Bamber, Tandy, Hülkenberg vainqueur, devant l'équipage Weber,
Bernard, si je dis pas de conneries. Non. Weber Bernard et Hartley. Voilà. Et puis troisième, l'équipage des bonhommes, Lauterin, Tréluguier et Fassler. Ensuite, en LP2. Je vais quand même repréciser quelques trucs. Hülkenberg, Thunder et non, Thunder c'est en V8 Supercar. J'allais dire Thunder et Bambi, n'importe quoi. Hülkenberg, Bamber et Tandy, on va y arriver. Ont parcouru 395 tours. Et donc le temps total est de 24 heures 0 minutes. 24 heures 42 minutes et 684 secondes, je crois, ou 42 secondes, enfin bref. 30 arrêts au stand en tout, 235 pourquoi 235 tours bon, je sais pas exactement pourquoi, mais c'est pas grave. Meilleur temps donc en 3:18 596 à une moyenne de 247,1 km/h. Et ouais, non, si, d'accord, le record, en fait, le record du tour est signé au tour 235. C'est pour ça. D'accord. Donc, en LP2, l'équipage est gagné, donc l'équipage KCMG Oreca. Ouais. Donc avec le français Nicolas Lapierre et ses deux comparses. Ouais, Hawson et Richard Bradley. Et justement avec la belle revanche. Ouais, Nicolas ouais, Lapierre. Ça fait plaisir de les voir devant. Donc deuxième du LMP2. Le Jota Sport. Avec l'équipage. Avec Simon Dolan, Mitch Evans et Oliver Turvey, qui donc étaient les vainqueurs de l'an dernier. Enfin, il y avait Harry Ticknell aussi dans l'équipage, mais en tout cas l'an dernier, c'était l'équipe gagnante sur donc la ex-Zytec renommée Gibson Nissan. Et donc troisième place pour la numéro 26 du G-Drive Racing, Rusinov, Canal et Bird, qui donc termine donc sur la LJJSP2. Donc triplé aussi à signaler, triplé Dunlop au niveau des manufacturiers de pneus en MP2. En GTE Pro. En GTE Pro, bah victoire de ça c'est la belle histoire aussi, hein, la seule Corvette survivante, la seule Corvette restante qui gagne, avec donc la Corvette 64 de Oliver Gavin, Tommy Milner et Jordan Taylor. Donc ouais, la Corvette C7R qui a une large avance, hein, quand même sur le deuxième du GTE Pro, qui est même derrière le vainqueur du GTE AM. Donc deuxième du GTE Pro, on a la Ferrari F-Corse numéro 71 de David Erigon, James Calado et Olivier Beretta, suivi ensuite de la deuxième Ferrari F-Corse, la 62 de Gian Maria Bruni, Tommy Villander et Giancarlo Fisichella. À signaler que Gian Maria Bruni est considéré comme beaucoup, enfin par beaucoup plutôt, comme la référence en GT. Ah c'est l'équipage Fisichella, Bruni, Villander, c'est un équipage qui est très très solide et qui tient beaucoup. L'an dernier ils avaient gagné, il me semble. C'est eux qui avaient gagné l'an dernier. Donc sinon après en GTE AM, donc je me rappelle l'an dernier ils avaient gagné alors qu'ils partaient dernier. Ouais. GTE AM, victoire du SMP Racing, la Ferrari numéro 72, qui sauve un peu l'honneur de SMP Racing, qui avait engagé également deux BR 01 à moteur Nissan, designé d'ailleurs par le designer de la Peugeot 908. Donc c'est les deux BR, alors il y en a une qui a terminé 14e et assez loin dans le P2, quoique assez loin, non, finalement, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e du LMP2, et l'autre finit loin, elle finit 33e. Non, donc sinon, pour revenir au GTM, donc Scheiter, Bertolini et Bazov qui s'imposent donc pour le SMP Racing. Devant la Porsche 900 RSR, donc du Dempsey Proton avec Marco Sifrid, Patrick Long et Patrick Dempsey. Ensuite, troisième place pour la Ferrari 458 Italia de Swidler, Bell et Seagull du team Scuderia Corsa, équipage entièrement américain. Avec aussi donc à signaler, quand même dans les semi-autres catégories, la catégorie LMP1L, qu'on n'a pas signalé, avec les deux Rebellion R1 à ER qui terminent très loin quand même, avec Imperatori, Kramer et Apt qui terminent 18e, et Prost, Heidfeld et Besch qui terminent 23e. À signaler que leur seul adversaire pour l'épreuve, c'était la CLM de l'écurie Baicoles, qui a eu beaucoup de soucis, avec Simon Trommer, Pierre Caffer et Thiago Montero, qui a tout de même franchi la ligne d'arrivée, mais qui n'est pas classé. Et donc elle est comptée dans les non classés. Donc c'est à peu
près tout à signaler, non? Non, il manque les classements constructeurs du WEC. Ah oui. C'est que le classement pilote du WEC. Aussi. Attends, juste je vérifie que j'ai tout cité dans les... Enfin, principalement dans les abandons, etc. Quand même à signaler, même si elles terminent assez loin, les deux voitures, les deux Porsche 911 RSR du semi-team Pro Speed Competition, les voitures du team AAI, qui ont gagné donc leur place grâce à la Diane Le Mans Series, le team taïwanais, qui place ses voitures 35e et 37e, donc en TP8e et avant-dernier. En TP8e et dernier, plutôt. Bon, c'est tout de même, pour moi, déjà finir le Mans est déjà une bonne victoire. À signaler aussi, quand même, ne pas l'oublier, parce que là, on parle des Français, Manu Collard, qui termine 26e sur la Ferrari F-Corse numéro 83 avec Perrodo et Aguas. Et c'est à peu près tout. Oui, pour les résultats principaux. Donc ensuite, alors donc au classement constructeur, Audi, pour l'instant, mène avec 140 points au championnat, avec donc donc 18 points en course, 1 point pour la pole à Silverstone, 1 point pour la pole à Spa et 1 point pour la pole au Mans. Pour la pole au Mans, n'importe quoi. Pourquoi ils ont un point en plus? Bon, ils ont un point bonus, alors je sais pas d'où il sort pour le fait de... Bon, j'en sais rien en fait. Donc, ah non, mais c'est n'importe quoi, non, c'est Porsche. Donc oui, je comprends. Donc, c'est Porsche qui mène avec 140 points, avec donc 18 points engrangés, donc 19 points à Silverstone, donc avec 18 points en course, plus un point bonus pour la pole, 34 points pour Spa en tout, et 87 points pour Le Mans. Donc 140 points en tout pour l'instant pour Porsche. Deuxième, Audi avec 35 points à Silverstone, 35 points à Spa, 54 points au Mans. Toyota est troisième avec 71 points pour 27 points à Silverstone, 20 points à Spa, 24 points au Mans. Et Nissan est quatrième avec 0 points. Ensuite, quand même peut-être citer on va citer le classement pilote. Donc avec pour l'instant Lotterer, Fassler et Tréluyer mène le classement avec 80 points. Ensuite, nous avons Nick Tandy avec 60 points et 58 points pour Bamber et Hülkenberg, parce qu'à mon avis, Tandy a dû faire l'épreuve de Silverstone avec une autre voiture. Je pense là où ses collègues étaient pas là. Libiani et Dumas, 57 points juste derrière, 53 points pour Hartley, Weber, Bernhardt, 40 points pour Di Grassi, Duval, Jarvis, 38 points pour Wurz, Conway, Sarrazin, Davidson et Buemi marquent 27 points, vu qu'il est à 2, vu que Nakajima n'est pas participé à Spa. 24 points pour Albuquerque, Bonanomi et Rast, 23 points donc pour Nakajima. Au classement peut-être GT aussi, j'ai quand même à signaler le classement GT, enfin la Coupe du Monde Endurance des constructeurs GT, qui donc répartit les points marqués par les pilotes GT Pro et GT AM par constructeur. Ferrari est pour l'instant en tête avec 144 points devant Porsche 99 points et Aston Martin 84 points. Donc ça, c'est fait. Autre chose à citer? Non, je pense pas. À moins que tu aies d'autres questions. Ouais. Bon. On va finir sur ça. Juste, alors, on a une grosse nouvelle et une moins grosse, même si elle est tout aussi importante. Donc, Alpine, qui est pour l'instant en LMP2, avec leur voiture, un équipage totalement français, devrait se retirer de la compétition LMP2 après 2016 ou après 2017 et partir en GT avec la nouvelle Alpine, la nouvelle berlinette. Bon, c'est des rumeurs qui peuvent être fondées, hein. Mais après, à voir quel modèle ils prennent, s'ils décident de prendre le modèle présenté il y a quelques années, la A650, ou s'ils prennent leur nouveau modèle concept présenté au Mans, cette année, à voir. Après, bon, c'est pas encore totalement confirmé, donc j'attends de voir ce qu'ils vont faire de ça. Donc on verra. Et par contre, un retour confirmé l'an prochain, Ford. De retour Ford pour célébrer le fameux triplé de 1966. Avec leur nouveau bijou, la nouvelle Ford GT, homologuée en GTE. La Ford GT GTE qui d'ailleurs sera gérée par le team Chip Ganassi. De ce que j'ai cru comprendre, il y en aurait 4 au départ. Je sais pas si les 4 seront gérés par Ganassi, mais en tout cas, ça fait plaisir de revoir. En plus, la voiture est super belle, elle est super agressive. Moi, perso, je l'adore. Donc, on verra bien si l'année prochaine ils peuvent aller déjà attaquer Aston Martin, Corvette et Ferrari.
et Porsche. Donc on verra bien, ça peut donner encore des belles batailles. Ouais. Et à voir. Et puis pour voir si Ford sera dans le coup ou si Porsche le sera également, ce sera l'année prochaine. Ouais. Donc je suppose, donc là cette année c'était quoi? C'était 11 et 12 12 et 13 Non, mais là c'était 13 et 14. Si tu le dis, oui, 13 et 14 sûrement. C'était 13 et 14. 13 et 14 juin, donc l'an prochain, donc 12 et 13 juin. Je suis pas sûr, attends, parce que les dates ont été annoncées. Alors, à mon avis, je dis des conneries, mais je vais quand même aller vérifier. Parce que je pense que tu t'es pas planté à ce sujet-là, mais je vais quand même aller vérifier par hasard, si la connexion voulait bien. Connexion Donc, pendant que tu cherches, moi j'ai non, donc ouais, non, petite rectification, ce sera une semaine après, ce sera le 18 et 19 juin 2016. Bon, bah alors voilà. Le 18 et 19 juin 2016, pour voir si Ford sera dans le coup ou si Porsche le sera aussi, mais pour le WEC, on sera présent pour le titre, la consécration de ceux qui gagneront en tant que pilote et individualité. Sachant qu'en tant que sachant que la prochaine manche sera les 6 heures du Nürburgring, la nouvelle manche. Ouais, mais on la couvrira pas, on a déjà trop de boulot. Ouais. Non, bon, on fera un résumé global en fin de saison. Ouais, bon, on fera un débriefing, on va appeler ça, je pense, WEC, championnat pilote, enfin champion pilote et champion constructeur, où on détaillera un peu tout le tralala qui s'est passé durant la saison en WEC. Ouais. Et sur ce, ben, on va vous laisser et on va vous dire en ERCCI, en WRCC la Pologne, on en a parlé dans le débriefing sur la Sardaigne, je vous invite à aller le voir. Et en F1, c'est Autriche, le prochain. Donc, vous nous retrouverez bien évidemment dans l'un de ces débriefings dans 1, 2, 3, 4 semaines. Enfin, regardez-les quand vous voulez. Sur ce, la semaine prochaine. Bonsoir, salut. Salut.